Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Galerie Hauser & Wirth. We are delighted to host this conversation organized by the new National Museum of Monaco on the occasion of Humanoïdes, George Condo exhibition at Villa Paloma. If you have not visited yet, please do. You have all the information on your chair. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir ce soir à l'occasion de l'exposition George Condo Humanoïdes à la Villa Paloma. Si vous ne l'avez pas encore visitée, précipitez-vous-y. I would like to say a big thank you to Björn Dahlström and its team at the Nouveau Musée National de Monaco for all their help and for making this happen tonight. Also a big thank you to my colleagues Christopher, Sophie and Caitlin. But now I would like you to join me in welcoming the great artist George Condo, please. No translation needed. We are also delighted to have here with us tonight Jean-Christophe Maillot, who is the director of the Ballets de Monte-Carlo. Thank you so much for joining us, and thank you for lending us those beautiful works. Yeah, we will very shortly be talking about those beautiful works that you can see hanging to your left. It's also a great pleasure to have Didier Ottinger, who is the curator of Humanoïdes, the exhibition at Villa Paloma, as well as the deputy director of the cultural programming at the Centre Pompidou. Well, last but not least, we have Guillaume Dessardes, who is the moderator for us tonight, as well as curator and head of the development department at the Nouveau Musée National de Monaco. Please welcome Guillaume. And finally, we have Damien McDonald, who is kindly helping us with the translation tonight. So now you can translate from Italian to English. Thank you very much and enjoy. Thank you. Merci, chère Federica, pour cette introduction. Je voulais te remercier au nom du NMNM, toi et ton équipe, d'accueillir ce soir cette conversation entre trois grandes figures de l'art, le monégasque Jean-Christophe Maillot, le parisien Didier Ottinger et le new-yorkais George Condo. Preuve que notre principauté est bien au carrefour du monde et du monde de l'art en particulier. Thank you, Federica. I would like to thank you in the name of all the team of the NMNM and in welcoming tonight three figures of the art world, Jean-Christophe Maillot from the Principality, George Condo from New York and Didier Ottinger from Paris, proof once again that the Principality is at the crossroads of the world and a crossroads of the world of art. Nous allons parler ce soir de peinture, mais pas de peinture seulement, puisque nous allons commencer par évoquer la double collaboration de George Condo avec les Ballets de Monte-Carlo en 1998 et 2000. Avant ça, dans le cas improbable où certains d'entre vous ne connaîtraient pas George Condo, je voudrais rappeler quelques faits sur sa vie. So we will speak tonight about painting, but not only. We will speak also of the collaboration between the Monte Carlo Ballet and George Condo that took place in 1998 and 2000. And before, in the rather surprising event that some of you would not know about George Condo, I'd like to remind a few aspects of his life. George Condo est né en 1957 à Concorde, dans le New Hampshire. Il a fait d'abord des études d'histoire de l'art et de musicologie à l'université du Massachusetts et se fait connaître à travers son groupe d'électropunk The Girl. George Condo was born in 1957 in Concord in New Hampshire and then studied history of art and musicology in the University of Massachusetts before becoming known for his punk group The Girls. Après des débuts prometteurs sur la scène underground, il décide d'abandonner la musique pour la peinture. Il s'établit à New York où il se lie d'amitié avec Jean-Michel Basquiat et Kettering.
After very promising beginnings in the world of music, he changes towards painting, and in New York meets rather fast Basquiat and Keith Haring. Il travaille brièvement pour Andy Warhol à la Factory en imprimant ses lithographies. Nous sommes alors au début des années 80 et il commence en parallèle d'exposer dans les galeries d'East Village. He works with Andy Warhol in the 1980s with his printmaking and starts exhibiting in the East Village galleries. Il quitte les États-Unis pour l'Europe où il séjourne 10 ans, d'abord à Cologne puis à Paris de 1984 à 1995. Il rentre ensuite à New York où il poursuit jusqu'à ce jour son travail de peintre et de sculpteur, un travail centré sur la figure humaine et la réinterprétation des classiques. He travels to Europe, namely to Köln and to Paris between 1984 and 1994, before going back to New York, where he still works to this day on a painting that re-explores the different facets of the human figure. Une des raisons pour lesquelles le NMNM a voulu présenter le travail de George Condo tient à ses liens étroits et anciens avec la principauté. George Condo a en effet réalisé un rideau de scène pour les Ballets de Monte-Carlo en 1998, puis en 2000 les décors du ballet Opus 40. One of the reasons that the NMNM really wanted to do this exhibition is the fact that there is a close link between George Condo and the Principality. First of all, the curtain for the Monte Carlo ballets in 1998, but also the scenery for Opus at the Palais Princier. J'aimerais que Jean-Christophe Maillot, chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo, nous rappelle l'origine de cette tradition qui consiste à commander des rideaux de scène à des peintres de chevet et qui nous explique comment il en est venu à travailler avec George Condo. I would like Jean-Christophe Maillot to explain a little bit of the tradition that exists in asking studio painters to work for the ballet and create curtains, and how he came to ask George Condo to do one. Cher Georges. Bon, oui, bien sûr, vous savez tous la tradition extraordinaire qui, lors de l'époque des ballets russes, 1909-1925, cette originale idée d'avoir créé, Monsieur Serge de Diaghilev, d'avoir créé la première compagnie de ballet itinérante, donnant la possibilité à des peintres, des compositeurs, des chorégraphes de se réunir et de créer des programmes diversifiés ensemble. Il se trouve qu'à cette époque, il y avait une concentration assez impressionnante de gens de génie, on peut dire, et Diaghilev a eu cet instinct incroyable de les réunir et de mettre en place cette tradition qui était de confier à des peintres plasticiens des scénographies, décors, costumes, mais très souvent, comme ça se faisait à l'époque, un rideau de scène qui correspondait au spectacle qu'on allait découvrir par la suite. Donc quand je suis arrivé à Monaco, il m'a semblé essentiel de retrouver cette tradition, étant moi-même fils d'un père qui était peintre, de proposer à des peintres de faire face à cette problématique particulière que de réaliser une œuvre qui en général fait au minimum 10 mètres sur 15, ce qui n'est pas le format le plus habituel. Ah oui, pardon, j'oublie, ça va être dur avec moi. Sorry. Vous allez avoir du mal, hein, je peux le faire en même temps si vous voulez. Mais... As you all know, Diaghilev, with his Russian ballets from the 1909 to the 1920s, started a tradition that has become very important in the world of dance, that was to reunite the different arts within the world of the ballet. At that time, there was a great concentration of geniuses acting in the art world, and he was one of the first to bring them together and to bind them into one same show. And from his actions in the art world, there has sprung a tradition of asking for a curtain from a painter, from a studio painter, to paint
a curtain that will accompany the show. And for me, it was very natural to continue that tradition because I myself happen to be the son of a painter and grew up with those traditions. Bon, alors, on va faire court. Le premier peintre que j'ai eu le plaisir d'inviter, que m'a fait d'ailleurs, dont j'ai découvert le travail grâce à la princesse Caroline, je rends hommage là-dessus. Elle m'a permis de le rencontrer et je lui ai proposé de faire un premier rideau de scène. Puis nous avons collaboré par la suite. Le deuxième était Philippe Favier, qui est un artiste que j'aime aussi beaucoup, qui a fait un deuxième rideau de scène. Pour ceux qui connaissent Favier, c'est quelqu'un qui travaille sur des choses très minutieuses, très petites, donc le mettre sur un défi d'un rideau pareil, c'était assez passionnant. Et puis le troisième, eh bien, c'était George Condo, que j'ai rencontré aussi grâce à la princesse Caroline. Voilà. Et en le rencontrant, je dirais, comme toujours, mais ça correspond un peu aussi à l'exposition de Georges, c'est souvent une aventure humaine. Je me tais. I invited mainly the three first painters that I invited. I did not get the name of the first painter. Ernest Pignon Ernest. Ernest Pignon Ernest, that I invited thanks to discovering him through the Princess Caroline of Hanover. I must thank her for that. And then I worked with Philippe Favier, who, if you know his work, works in an exceedingly minute and detailed fashion, and is not the person that you would expect to do a giant painting. So it was something of a discovery for both of us at that point. And of course, the third that I discovered also through the Princess Caroline, George Condo. Voilà, et George, on s'est très bien entendu très vite. Hein? Oui. Ça marche. Hello. Hello. Pour moi, la première impression, le rideau de sang, c'est immense. C'est absolument immense. Et c'est comme le mur là. Et je pense, comment ça fait, le tableau, so grand, or whatever the word is. So largement, whatever. Largesse. Do I translate you into English? Well, the first impression I got, of course, was the immensity of it. L'espace, je pense de l'espace de la danseuse et l'espace qui, how do you say, surrounds the dancers. Qui entoure. Oui. Et j'imagine il y a beaucoup d'espace et les danseuses, le mouvement, c'est dans l'espace. Et I don't know why I'm speaking French. Me neither. I don't know how to speak French. Because you're polite. I forgot. He's going to be unemployed. Okay, so Damien, help me, please. So, when Jean-Christophe said first, what was it? 1998. 1998. It was Lucinda Child. Yeah, there was a program with Opus and Lucinda Child. Yeah. So, quand je vois le tableau, le rideau, c'est comme l'espace de how do you say floor? Comme l'espace, le rideau était équivalent au sol. Je suis comme ça. 7 mètres par 11. L'espace. Et je pense de Keith Haring, qui est un bon ami de moi, qui fait le mural de l'hôpital Necker à Paris. Il fait tout avec un brush, avec un grand manche. Like stick. Un grand manche. Yeah, un grand manche. Et je compte faire les choses pour Keith dans la maison à Paris. Et je pense que c'est le seulement way to do it avec ça. And then on a ladder. What's a ladder? Une échelle. Ouais. Et on va dans, et then faire les lignes comme
avec le graphe et les musiques de les danseuses. Et la couleur, c'est comme un peu contraire avec le baroque De Garnier. Le baroque de Garnier. De Garnier. Et Et voilà. Et voilà. En anglais. So then I thought, I have to make something that is plus moderne, so that it stands out and you can see it. And but it has to be joyeuse, like the dance, and enjoying the dance. There needs to be a lot of joy, a lot of movement, a lot of complexity, but in a simple way. And ultimately, when finally it was used, I think, for Meredith Monk, the piece is so complex, and the dance is so complex. And when Jean-Christophe invited me to do the costumes and to do the scenography, that it was to keep the scenography rather simple and the colors kind of like, how do you call them, the little things, the macarons, not macarons, that's the president. What do you call those little things you eat? Macarons. Macarons. Yeah, macarons. C'est meilleur. Oui, donc j'ai travaillé un petit peu sur un double paradoxe, à la fois le fait de présenter une immense toile avec des tons plutôt modernes, joyeux, vifs, qui évoquent le mouvement, à l'intérieur du Palais Garnier, qui évidemment est plutôt baroque et qui est à l'inverse, de la même manière qu'il y avait un paradoxe entre une pièce de musique et une chorégraphie de Lucinda Childs, qui était particulièrement complexe et travaillée, et moi au contraire j'ai voulu faire quelque chose d'excessivement épuré et coloré, presque de la couleur d'un macron ou d'un macaron. La musique de Meredith Monk, pas la chorégraphie. Et une musique de Meredith Monk. Sort of shimmering like a Monet, you know, like the colors of Monet, sort of shimmering like the nymphaeas, you know. I still have what you brought us to make the dresses. You brought a piece of paper. Yeah. And you put all the colors there, and we had a hard time to find tissue that match the Jean-Michel. Jean-Michel saved us, and you will see them tomorrow, if you come to see the show, of course. And Eleonore, my daughter, she worked with Jean-Michel. Remember when she was coming here as a student to do some work, so she worked with Jean-Michel. It was still there. Absolutely. Yes. J'avais très envie d'avoir un ensemble qui puisse évoquer un peu le chatoiement que l'on peut ressentir au moment où l'on découvre les nymphéas de Monet, et ça a été quelque chose que j'ai voulu retranscrire aussi dans les costumes. Et je me souviens, là, Jean-Christophe, je me souviens d'ailleurs de ce que tu as amené au moment de la création des costumes, et où tu nous as donné une feuille de papier sur laquelle tu avais jeté des touches de couleur qui nous a ensuite été très difficile de joindre au textile approprié. Mais nous l'avons fait grâce à Jean-Michel, avec qui d'ailleurs la fille de Georges a travaillé par la suite lorsqu'elle est venue faire ses études. Reflections. Préciser d'ailleurs que tous les artistes à qui j'ai commandé, que ce soit Leschinski, Stella, etc., Georges est le seul qui a peint son rideau tout seul, lui-même, avec ses petites mains et son échelle. Et c'est quand même notable, parce que beaucoup d'autres ont fait des rideaux de scène, mais c'est le seul à l'avoir fait lui-même. Donc il est vraiment peint par George Condo, ce qui le rend encore plus exceptionnel. It is important to note as well that of all the artists that I invited to paint a curtain within the ballet, Stella, Alechinsky, or George is the only one who actually painted it himself with his ladder and his paintbrushes and went in there, which gives it even more importance, of course. Yeah, and there was the burlesque, the ballet rules. What was it called? The burlesque. The what? The Petrushka? Near the Salle Diaghilev, there was before Buddha Bar. There was a kind of a burlesque. Ah, le cabaret.
No, before Buddha Bar, there was something like Poste cabaret, non? I don't remember what it was called, Ballet Russe or something. No. No, it was the girls were always changing. So they were coming back changing with feathers. Ah, non, voilà, alors je vous explique. Oui. Non. You Parce tell- que il faut. you tell us. Oui. Yeah, Parce yeah. que Georges a peint le rideau dans le studio historique des Ballets de Monte-Carlo, qui se trouve toujours en dessous de la salle Garnier, là où se trouve la boutique des Ballets de Monte-Carlo aujourd'hui. C'était les studios où on a commencé à travailler, moi, quand je suis arrivé en 92. Donc on avait libéré cet espace. C'était un espace qui faisait 9 mètres de profondeur sur 14 mètres de large, où on a tendu la toile par terre pour que Georges puisse la réaliser. Et à l'arrière de cette salle venaient se changer de temps en temps les danseuses du cabaret, qui à l'époque étaient au-dessus, très plumées, enfin très déplumées, mais très plumées quand même. Et Georges, je pense, avait une certaine petit regard. Just come back and forth, changing all the time from. So maybe I have to explain that a little bit. George was painting the curtain within the historical room of the Monte Carlo Ballet, which was 9 meters by 14, which was there at the time and in which we used to work as a studio since I arrived in the ballets in 1998. And behind that was a part of the room where sometimes the cabaret dancers would come and change feathers. Or not, and it was so colorful. It was very colorful, and I mean, they were running back and forth, and putting feathers on the hair. It was a little bit like a. It was very funny because they'd be in the middle of painting and think, oh, here they come again, and then they go again. And we were working at all different times of the night. You were working very late at night. I was working late at night. I was Spat. Toujours dans le casino. Quand j'arrive à Monaco, il m'a dit, nous sommes à Milan. And, and he said, enjoy yourself, And I thought, what do I do? What do I do here? I don't know Monaco very well. And so I was at the Hotel de Paris. I started to paint a little bit and make some design. And then we saw some ladies putting some coins in the machine. And I said, oh, it looks interesting. Maybe we can try. Maybe we can win. And then I went to the machine and I put in, I said, okay, we finished our stipend. Now I have only 5,000 French francs, 5,000 francs français. I said, donnez-moi 10 pièces de 500. Donc, je mets dans la machine et je fais what was it? Triple diamond, red 7. It was 370,000. And I was like, okay. Now we are in business in Monaco. And now we are really here. And so I went to the grill with my brother-in-law. We went upstairs to the grill. We had a bottle of Mouton Rothschild, and we had some agneau, and I said, okay, we have to learn roulette. I said, we're amateurs. We have to learn professional gambling now. They're not going to believe you were interested with the project of the painting. Huh? No, and then Jean-Christophe came back, and I said, no, come on. No, we don't want to paint anymore. We want to play. We don't want to work. And Donc, d'une plume l'autre, je me suis retrouvé à Monaco, mais Jean-Christophe m'a expliqué qu'il était à Milan, ce qui a été douloureux, puisque nous nous sommes retrouvés à l'hôtel de Paris, perdus dans Monaco, et qu'une machine à sous nous a souri, visiblement. Je n'ai pas retenu les chiffres exacts de la victoire que vous avez tous applaudi. Mais ensuite, quand Jean-Christophe est revenu, je me suis dit, oh non. Il l'a quand même fait, son tableau. Hein. Voilà. We had to work. Yes, we had to work. He made me work. I had to work. But you did a lot of drawing and a lot of, you saw a lot of rehearsals and classes. You watched the dancer a lot. You watched a lot the rehearsals. So you were, and you had a good eye on dancers. Yeah,
I made a lot of drawings of the dancers. You had a good perception if it was interesting. Many. We have some that I gave it to the l'atelier. Yeah. And then I had a lot of other ones. And I really enjoyed to watch Jean-Christophe working the dancers. How he worked them. It was so brutal. Really made them do what you wanted them to do. You were like, no, look in the mirror. Don't. No, not like this. I'm jealous of your pencil. Yeah, and I wish I have pencil. No, but he was extremely precise with the dancers, and really, that's not what I want. That's what I want. That's what I want. And then when they did what they want, then they got it right. But you have to be like that, I think. That's the difference between you and me. Yeah. I depend from the others. Mais tu t'es véritablement imprégné de la salle de danse et de la pratique des danseurs. Et on en a pour preuve la prolixité des dessins que tu as produits à ce moment-là. Mais, et là je passe à Georges, oui, ce que j'ai beaucoup apprécié en voyant Jean-Christophe travailler à l'intérieur des répétitions, c'était la perfection avec laquelle il pouvait obtenir de la part des danseurs les gestes qu'il exigeait et qu'il voulait, n'hésitant pas à revenir jusqu'à obtenir ce qu'il avait besoin d'obtenir. Je repasse à Jean-Christophe. Mais justement, moi, je jalouse plutôt la plume et le pinceau qui permettent d'obtenir immédiatement la gestuelle dans l'espace. And it was impossible for me to see if they did something wrong. You know, when I was watching them, I thought, oh, they're doing so well, and he would say, no, stop, and and stop, and I thought it always looked good, and but you were watching them, you knew what your choreography was, and I think it's a bit like painting. But look, on your painting, we can see, you will see that there is some lines that appear that he has been hiding, that he has been washing away, probably because they disturbed you for the whole painting. Well, it's exactly what I'm doing. Yeah. And if a gesture is disturbing something in my painting, I want to shave it away, because otherwise it's not going to be, the essence it's not going to come out. Yeah. So we're doing exactly the same job. Yes. C'est surprenant parce que quand je l'observais en train de travailler, moi personnellement en tant que profane, à partir du moment où je voyais les danseurs et les danseuses, j'étais absolument persuadé qu'ils avaient travaillé à la perfection, et Jean-Christophe revenait en disant non, ce n'est absolument pas ça, et je n'avais pas vu moi personnellement l'écart entre ce qu'il désirait et la danse faite. Et Jean-Christophe, oui, mais tu vois, quand on regarde ton tableau, on voit bien qu'il y a à certains endroits un peu de repentir et de reprise où tu as pu retirer certains des traits qui ne te convenaient pas et qui n'étaient pas adéquats avec le geste que tu voulais faire. Et c'est exactement la même chose. Au final, nous travaillons de la même manière. C'est une question de repentir et de correction. And the exercises were very important. I did a lot of sketches of the exercises, and I thought this was one of the most fascinating things, was they really exercised, and they really had to, like, well, 3 were being choreographed, the other ones were doing the exercises, and then they would come on and the other ones would go to the exercises. And I thought, this is very important. It was so athletic, the whole art of dance. Yeah. People don't realize, because it seems so extremely natural, but in fact it's really difficult. It's not natural. Really difficult. Ce qui m'a tout particulièrement marqué, c'est le fait que quand on voit un spectacle de danse, on imagine que les mouvements sont tout à fait naturels, mais de les voir s'entraîner, de voir l'entraînement, de voir la discipline et la nécessité de revenir de manière excessivement athlétique sur le geste, cela m'a beaucoup impressionné et m'a poussé à démultiplier le nombre d'esquisses. Et donc je travaillais les esquisses de la même manière qu'ils travaillaient leurs échauffements, et c'était notable de voir de quelle manière parfois, quand il y en avait 3 qui étaient mis à disposition pour la chorégraphie, les autres s'échauffaient encore, et cet échauffement me paraissait faire partie de l'ensemble.
I say he's like a gardener. In the end, you have a beautiful bouquet of flowers, but you know you really have to water the ground, and you really have to do everything the right way for the flowers to come out so beautifully. So that was how it worked. But I need a painter, I need a lighter, I need... my work need other people. Yeah. What I love. Yeah, you have music. I need music, I need a painter, I need a lighter, I need the people to come together to make a piece. So the experience for you as a painter to suddenly share the work of a team is also an experience that is very different than just being alone on atelier, I think. This is difficult because you want to make sure that you stay, you know, within the essence of the artwork that the choreographer is creating, but you also want to be yourself. Mm-hmm. So you have to maintain your identity as an artist, but you have to be generous enough to share that identity with the choreographer, the dancers, the music. You really have to meld together. It's nice because painting is always alone, and you know, you're always by yourself in a room painting paintings and drawing by yourself at night or in the morning. But when you work in a collaboration, you get a chance to see what musical groups do, symphonies, ballet companies. You get a chance to do that. And this was a fantastic opportunity for me to do that. Et donc Jean-Christophe est un peu comme un jardinier. Nous voyons l'efflorescence et le bouquet, mais en réalité derrière il y a l'assortiment, l'arrosage, la préparation de la terre. Jean-Christophe, oui, mais toi, à la différence de ton travail, moi je suis obligé de travailler avec une communauté. Je ne peux pas œuvrer seul, j'ai besoin de l'éclairagiste, du compositeur, du scénographe, du peintre. Et c'est cette conjonction qui permet la création. Ça me semble assez différent de la solitude de l'atelier. Georges, oui, en effet, c'est vrai que la solitude de l'atelier est une des choses qui fait partie de la substance même de la peinture, que ce soit le matin, que ce soit le soir, cette solitude imprègne notre pratique. Et au moment de venir se mettre au service d'un travail de communauté comme celui d'un ballet, on est obligé de composer avec deux choses, à la fois l'envie de rester soi-même et de respecter sa propre individualité, et en même temps d'être généreux vis-à-vis de cette communauté qui s'est mise en marche pour mettre la meilleure création possible. Donc c'est un dialogue entre sa personnalité et puis la générosité de la communauté. Puisque nous parlons de peinture, je vais en profiter pour inclure Didier Ottinger dans la conversation. Didier Ottinger, vous êtes historien de l'art et commissaire d'exposition, spécialiste de la peinture moderne et contemporaine. Vous avez réalisé d'importantes expositions consacrées à des peintres comme Hopper, David Hockney, Francis Bacon, Philip Guston. Pourriez-vous, avant que nous évoquions l'exposition Humanoïdes que vous avez préparée pour le NMNM, puisque vous en êtes le commissaire, nous rappeler la place de George Condo dans l'histoire de l'art et nous dire pourquoi vous avez souhaité en particulier travailler sur son œuvre? Since we're speaking of painting, I would like to invite Didier Ottinger into the conversation. Didier Ottinger, you are an art historian and a curator, a specialist of painting, both modern and contemporary. You have curated very important shows of Edward Hopper, David Hockney, Francis Bacon or Philip Guston. Could you explain and talk about the exhibition Humanoïdes and why you wanted to put it together and what was your main intention? Oui, je crois que la raison principale, la toute première, c'est une affinité, je dirais, générationnelle. Nous partageons la même biographie, nous sommes nés la même année, ce qui fait qu'on a été confrontés à peu près au même paysage artistique l'un et l'autre. Lui, évidemment, maniant les pinceaux, moi maniant le crayon comme historien d'art. One of the first reasons, of course, would be a question of generation. We share the same year of birth, and we have gone through the same experiences, George with his paintbrush and myself with the art historian's pen.
Et ce moment dans lequel Georges s'est développé en tant qu'artiste, où moi j'ai pu commencer à faire mes premiers pas en tant qu'historien d'art, était un moment qui nécessitait une forte puissance de rébellion, parce que nous avions face à nous une génération qui avait d'une certaine façon verrouillé l'histoire de l'art. And one of the things that was very important for our generation is the fact that we were facing a necessity of rebellion because the generation that was just before us had, in certain ways, closed the history of art. They'd brought it to a kind of closure. Donc le premier mot peut-être qui nous rapproche, et je sais qu'il ne faut pas enfermer Georges dans ce terme-là, parce qu'il n'a pas la même signification en anglais qu'il peut l'avoir en français, c'est le terme de punk, c'est-à-dire cette génération du milieu des années 70 qui s'insurge grosso modo contre toutes les valeurs ambiantes, comme les dadaïstes l'ont fait en leur temps, où ils bouleversaient d'une certaine façon un certain ordre établi. So one of the words that is going to link us is the word punk. I'm well aware of the fact that it is not possible to simply label George as that, because in English it has a very different significance as in French, but it is nonetheless one of the main energies that linked us and that went all the way back to the Dadaist movements and the birth of a rebellion in the 20th century. Et pour résumer, mais vraiment à grands traits, quelle était la situation, disons, idéologique, intellectuelle et historique à l'époque, c'est-à-dire au début, fin des années 70, début des années 80, c'était de la situation où régnait une sorte d'air raréfié, où la seule forme d'expression artistique qui était valide était une abstraction extrêmement radicalisée. On était dans la période qui était celle soit formellement du minimalisme, soit de l'art conceptuel. C'était une période qui négligeait de façon extrêmement volontaire tout ce qui relevait de la tradition et du lien avec l'art du passé. C'était une génération qui était, celle qui nous a précédés, qui était d'une certaine façon obsédée par l'idée du futur et qui entendait agir sur une forme de table rase en allant d'innovation en innovation. Les principes étaient ceux d'une part d'une négation du passé et d'une recherche presque frénétique d'innovation. We were facing a generation that was before us that had brought us to a situation that was rather stifling because they had pushed the minimalism and the ideas of abstraction to its utmost possibilities. They were literally obsessed with the idea of future and had narrowed down the possibilities with their quest for minimalism. It was the idea, as you know, of the tabula rasa. They wanted to get rid of the past, and they wanted to get rid of the ancient masters and the techniques. Je ne veux pas aller trop loin, mais nous étions, nous, plutôt affamés par un appétit d'image. Nous étions, et je pense que Georges en convient, nous étions désireux de retrouver j'allais dire, l'utilisation pratique, poétique de ce qui nous avait précédé. Nous étions aussi curieux d'aller dans les musées et de voir ce qu'on pouvait faire à partir de l'héritage, y compris des grands maîtres anciens, c'est-à-dire des notions qui étaient à l'époque très nouvelle. Et c'est vrai que Georges, dans ce contexte-là, présentait un certain nombre, et présente encore un certain nombre de qualités qui le rendent exceptionnel dans le paysage américain. C'est quelqu'un qui, dès la première œuvre qu'il réalise, celle qu'il reconnaît comme le numéro 1 de son catalogue raisonné, il dit qu'il veut copier les maîtres anciens. Là où ses pairs, qui étaient ceux qu'on a évoqués, c'est-à-dire Jean-Michel Basquiat, qui était Keith Haring, une génération qui était du côté du street art, du côté de l'art de rue, donc du graffiti, lui, Georges, était obsédé par l'idée du musée. So one of the very intriguing facts is that where George starts the number one work that he labels within his catalogue, he officially says that he wants to go back to understanding the masters of the history of painting, and through that gesture he's creating
a shift from the scene, and which makes him a rather exceptional figure within the American art world, because the scene at the time, like his friends Keith Haring or Basquiat, etc., were working with graffiti, street art, an energy that came from a very different area. Et puis une autre chose qui nous rapproche, alors il y en a beaucoup, mais on n'aura pas le temps de toutes les lister parce qu'il faut parler de l'exposition et de ce qui se passe aujourd'hui dans l'art de Georges, mais un des fils rouges, c'est le surréalisme. Je me suis au fil du temps, moi, spécialisé dans ce mouvement au point de préparer l'exposition qui va célébrer le 100e anniversaire du surréalisme en 2024. Ce sera une grande exposition qui va itinérer dans le monde entier. Et le surréalisme me semble être une des clés de l'œuvre de George Condo depuis ses prémices. Au moment où il quitte les États-Unis pour se rendre à Cologne, où il va vivre pendant quelques années, il produit des œuvres qui sont littéralement surréalistes. Lorsqu'il va quitter Cologne pour revenir à Paris au début des années 80, au milieu des années 80, il va entrer en contact avec une génération américaine, celle des artistes de la Big Generation, qui sont, de mon point de vue, les héritiers directs du surréalisme. Alors, quelle forme prend le surréalisme chez Georges? Ça pourrait faire l'objet d'une conférence qui pourrait durer quelques heures, mais le surréalisme est bien là, il est au cœur de son œuvre, me semble-t-il. Another of the important aspects that links us and that makes us close in our way of thinking is the word surrealist. I am exceedingly attached to the history of surrealism, and I'm working at the moment on the 100th anniversary of the surrealist movement in a huge exhibition that is going to tour the world. And when we look at what George does when he went to Köln and moved to Europe, the first works that he produced there, moving from America to Europe, were essentially surrealistic. Of course, this could take an hour and a half just talking about the surrealistic aspects of these works, but the surrealism definitely is there, and it is something that is going to be even more developed and which is going to grow out of the moment where he returns to America and meets the Beat Generation, which is clearly, for me, the inheritance of the surrealistic movement. But, recently, I was watching a documentary. It was about Bach, and Glenn Gould was talking about Bach. And he said that Glenn Gould says that Johann Sebastian Bach, what made him new was that he was 400 years before his time, and that he did not look towards the future, he looked towards the past for what was new. And I found that very fascinating because I thought I did the same thing in 1983. Je regardais récemment un documentaire sur Glenn Gould et son rapport à Jean-Sébastien Bach. Et Glenn Gould dit cette chose qui m'intrigue énormément. Il dit que si Jean-Sébastien Bach était nouveau, et est toujours nouveau, c'est parce que justement, il était en avance sur son temps. Et la manière dont il a conçu cette avance, c'était en retournant 400 ans en arrière. Et cette capacité à avoir un regard vers le passé lui a permis d'anticiper la création du futur. Et c'est vrai qu'en 1983, quand j'ai produit ses premières œuvres, j'avais cette même envie de me tourner vers le passé. As an 18th century composer, he was thinking about Monteverdi, and he was thinking about Italian composing. And so as a 20th century painter, I started to think of the works from before me, and I was thinking, why, after, as Didier was saying, after minimalism, what is the progress? The human figure has been erased by Barnett Newman, by Rothko, and I thought, okay, I was born, as I said, in 1957, and most of the artists who did really radical work, Picasso with the Demoiselles d'Avignon, Matisse with the portrait of his wife with the green stripe, they were rebelling against the 19th century from the academy of the French academics. And I thought, I'm seeing modern art through the lens of abstraction. I'm starting to see the future through the lens of abstraction, not realism.
Donc, en regardant ce que fait ce compositeur du XVIIIe siècle, Bach, il se tourne vers Monteverdi et vers la tradition italienne, et il se questionne sur ce qui le précède. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais faire moi, personnellement. Et évidemment, je venais, comme le dit Didier, après cette génération qui avait poussé l'abstraction jusqu'à son apogée. Et la figure humaine avait été effacée par des gens comme Barnett Newman, Rothko, etc. Et je me demandais comment revenir à une source antérieure pour retrouver l'énergie. Et j'étais forcé de remarquer que dans l'histoire de la peinture, les peintres qui ont véritablement révolutionné, bouleversé les choses, sont des peintres qui se sont rebellés contre ce qui les a précédés, notamment comme Picasso ou comme Matisse. Alors Picasso évidemment avec les Demoiselles d'Avignon, ou Matisse avec le portrait de sa femme qui est bariolée de rouge, et il se rebelle contre les dispositions du XIXe siècle. Donc il me fallait penser comment on pouvait se rebeller contre cette forme de minimalisme qui s'était desséchée. So, yes, I'm saying I wanted to turn abstraction into realism again. And coming from this concept of pure abstraction, Jackson Pollock in America, you know, Pollock, Rothko, Barnett, Newman. I wanted to think that the languages of painting were interchangeable, that one could see Franz Klein and Franz Hals in the same painting. And I thought, why not? Et j'ai eu envie de revenir à la figuration par le crible de l'abstraction. Évidemment, il y avait l'expressionnisme abstrait de Rothko, etc. Et j'avais envie, à travers cela, de retrouver la figure. Et je me suis demandé pourquoi pas. C'est une gageure, mais pourquoi pas. And then, ultimately, it opened the door to the idea that painters can be figurative again. The subject matter is different, but the techniques become, you know, one has to study all painters love the techniques of the old masters. They all love it. Dali loved the technique of the old masters. I mean, he talks about it in his manifesto, Surrealiste. Magritte, he was very much into the techniques of the old masters. But the subject matter was based on the kind of dreams and the idea of, you know, what was happening in dreams. And in my case, it was nothing to do with dreams, which was the opposite in this strange way of surrealism. It had to do with reality and the idea of abstract reality and the idea of languages in painting that could be interchangeable, and thinking, you know, how can you, like a television, like a modern television where you can switch from channel 1 to channel 2 and channel 10 and see commercials in between, and thinking like modernity is completely different than it used to be. I mean, now you have, you know, you could be watching the news and all of a sudden comes a commercial about toothpaste or about baby products in the middle of the most incredible dramatic piece of news. And I thought, well, that's the way painting probably should be, the way it looks on television, where you can be watching 9/11, and then they say 1 minute for a station break, and next you're watching baby diapers, and you think, okay. Et donc, en creusant derrière l'abstraction, j'ai voulu faire revenir la figuration. Et je crois que, comme la plupart des peintres, j'étais forcément fasciné par les techniques des maîtres anciens. C'est quelque chose que l'on retrouve chez énormément de peintres, et notamment les peintres surréalistes dont vient de parler Didier, que ce soit chez Dali, qui en parle de manière extensive dans ses écrits, ou que ce soit chez Magritte. Il y a une fascination pour ces techniques, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui me différencie un peu de ces surréalistes, c'est que eux ont exploré le domaine du rêve, et que d'une autre manière, moi j'ai voulu m'attaquer plutôt peut-être au domaine de la réalité, et une réalité peut-être dans une caractéristique abstraite, une abstraction de la réalité, parce que j'avais ce sentiment que nous étions arrivés à un moment de superposition et d'interpénétration des images. On le sait avec toutes les différentes chaînes de télévision, le zapping, la superposition, le passage
d'une image tragique à une image publicitaire, toutes ces images se sont mises à coïncider et on pouvait passer d'une image de guerre à une image de publicité pour le dentifrice ou pour les couches pour enfants. Et j'avais envie que ma peinture puisse prendre cette qualité. On l'a vu notamment avec le 11 septembre, avec la chute des 2 tours, et puis tout d'un coup, pof, un spot publicitaire qui nous amène dans quelque chose de totalement trivial. J'avais envie de reproduire cette énergie-là. And this is why I think with Didier, we thought of the idea of breaking the exhibition into, you know, sort of fake old masters, fragmented figures. And the figures are fragmented in a strange way, the same way that our visual information is fragmented through the media and through the televisions and through whatever sort of social media that we have. It's completely fragmented, and the people are fragmented because of the divisions of government and society today, that certain people are on the periphery of society in such a way that you don't know if they are there because they want to be there or they're there because they're forced into the periphery. And so this leads to a kind of fragmentation of the human psyche, and also something that is difficult to reconcile with. And I think what's difficult about the idea of the sociological fragmentation that we experience today in America is that there doesn't seem to be any reconciliation at the moment. We're in a moment here in my country where we don't have an answer to what to do about this problem, where it's so divided. We don't know where this division is really coming from, but we feel as if we all hope for some kind of collective consciousness of some sort in the country to bring it back to a state where people can live somewhat peacefully. But I guess it's a continuum. It's always been like that. And it just seems new, but it's probably not. Donc c'est pour cette raison que nous avons essayé avec Didier de penser le parcours en partant de fake, de faux maîtres anciens pour aller progressivement vers des images de la fragmentation, parce qu'il me semble que la fragmentation c'est propagé à l'intérieur de la société. La fragmentation des images évidemment était première, mais la fragmentation est passée dans la psyché collective, parmi les individus, entre le centre et la périphérie. Nos villes se sont fragmentées, nos sociétés se sont fragmentées et nos psychés également. C'est quelque chose qui s'est déployé aux États-Unis dans les récentes années de manière douloureuse, puisque cette polarisation a créé des divisions à l'intérieur de notre société que nous n'arrivons pas à résorber, et personne ne semble avoir une solution pour surmonter ces polarisations et cette division. C'est quelque chose qui nous attriste particulièrement, et en même temps, parfois je me demande si ce n'est pas quelque chose qui est très ancien et qu'il y avait finalement une fragmentation avant, mais en tout cas elle nous semble très nouvelle. Pour illustrer ces propos, on est en train de faire défiler les vues de l'exposition qui se tient actuellement au NMNM, dont le titre est Humanoïdes. Et peut-être pour relancer un peu la conversation, j'aimerais demander à Didier Ottinger qui sont ces humanoïdes, et puis on laissera Georges nous donner son idée puisqu'il en est le créateur. J'avais juste deux dernières phrases que je n'ai pas traduites où Georges disait on appelle de nos voeux une conscience collective qui puisse résorber cette fragmentation. Alors, je reviens d'abord sur la réserve émise par Georges quant au lien qui le rattache au surréalisme. Il nous dit oui, je ne suis pas surréaliste ou pas totalement, dans le sens où je n'ai jamais peint de rêve. Quand je pense surréalisme, moi, vous savez, la période du rêve est très courte dans l'histoire du surréalisme. C'est l'avènement de Salvador Dali à Paris en 1929, et disons que ça va durer pendant 5 ou 6 ans. Et on va sortir, on va passer à autre chose. Plus fondamentalement, les liens qui rattachent Georges au surréalisme, c'est
le concept même du surréalisme, c'est-à-dire l'exploration de l'inconscient, c'est-à-dire l'idée qu'il y a derrière l'apparence lisse qui est celle de l'image que chaque individu donne de lui-même, il y a tout un monde obscur, il y a tout un monde de désirs, de fantasmes, il y a tout ce que la théorie de Sigmund Freud a révélé aux surréalistes, et c'est ce surréalisme-là, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose derrière la lisse apparence du visage, c'est ça, me semble-t-il, qui est le lien profond de George avec le surréalisme, mais je vais un peu développer. I'd like to simply come back on the fact that the slight distinction that George was making about his work with surrealism. I was not necessarily thinking of the dream. The dream work was part of surrealism, it is true, and especially from 1929 for 5 years after the moment where Salvador Dali came to Paris, and there was a dream work that was exceedingly serious within surrealism, but it then faded into another type of work, and I think it is the essence of surrealism that George is closest to, not the one about dream, but the one about the subconscious, about the fact of exploring the subconscious and the fantasies and the desires that lay within us and that are behind the surface. I think that what we can find within his painting is something that goes behind the surface into the psyche, which was the surrealist struggle in itself. And they used the language of the old masters to basically explore the subconscious most of the time. It seems like, you know, Dali, Magritte, Masson, until the later work, even the later work of Dali, with the Gala, the crucifixion of Gala and all that, it was always the idea of like turning back the pages to Caravaggio, or to turning back the pages to earlier periods of painting to express new ideas about the revelations of the subconscious that were somewhat described in Sigmund Freud's work and Jungian philosophies and things like that. But I think that what the surrealists were fighting against was the revolution that was taking place in abstraction with Mondrian and with the push towards elimination of the figure. And that's what I think they were fighting against. But they hadn't really seen it yet, but they knew it was coming. Je vous rejoins complètement. En effet, ce qui est intriguant et important à l'intérieur de ce mouvement surréaliste, c'est aussi la manière dont ils ont, comme Dali notamment, à remonter les pages de l'histoire de l'art pour essayer de se pencher sur le clair-obscur de personnes comme le Caravage, etc., et les appliquer aux problématiques de la recherche de la psyché humaine. C'est quelque chose qu'on ressent tout particulièrement, et je crois qu'ils se rebellaient notamment contre les potentiels méfaits de l'abstraction, inquiets de voir une sécheresse potentielle se déployer à la suite de Mondrian. And like you said, Dada was happening simultaneously with Duchamp. It was the dissolution of painting with Picabia. This was happening at the same time that painters were starting to think the better you paint, the better the painting. And then there were other artists, the worse you do it, the better it is. And so there was a kind of conflict between what's the worst and what's the best. And finally, it seems that abstraction cut through the middle. Et évidemment, c'était aussi simultané avec le dadaïsme et ce que Marcel Duchamp et Picabia ont amené de rébellion à l'intérieur du mouvement. Et je pense que la tension s'est créée entre qu'est-ce qui peut être la meilleure peinture au niveau de la facture et qu'est-ce qui peut être la pire. Et les uns voulaient atteindre la pire des factures, les autres la meilleure. Et c'est dans cette tension que le mouvement s'est épanoui. It seems Picasso was going both ways. Et Picasso semblait faire le pendule entre les deux. Alors, je peux répondre maintenant à la question de Guillaume sur le sens de ces humanoïdes. Et je dois dire que ça, c'est la grande chance que nous avons, nous, conservateurs de musées, lorsqu'on fait des expositions, c'est qu'on apprend au fil de l'exposition. C'est-à-dire, je ne savais pas au début, et lorsque j'ai accroché encore l'exposition, exactement de quoi il retournait. C'est seulement en y réfléchissant depuis que je commence à avoir une idée
de ce que peut être la définition des humanoïdes de Georges. And I'd like now to answer Guillaume's question about the humanoids, because there's something that's very interesting with the work as a conservator or as a conservationist in a museum, but also as a curator, is the fact that while you're putting together the exhibition, while you're working on the scenography and installing the works on the walls, you are still dabbling within the ideas and looking for them. Once it's done, it suddenly appears what you were putting together, and I am now realizing what those humanoids were all about. Alors, ce qui est frappant dans toutes les peintures qui sont présentées, celles que vous pouvez voir à la Villa Paloma, c'est qu'elles sont sans décor. Vous l'avez sans doute noté, ce sont des figures qui apparaissent sur des fonds qui ne sont pas localisés. Il n'y a pas en arrière-plan un paysage comme dans la Joconde de Léonard. Il n'y a pas de paysage, il n'y a pas d'évocation d'espace. C'est des figures qui sont totalement isolées dans un espace abstrait. Première remarque. One of the first things that we notice when we see the entirety of the body of work is that all those figures are floating in a space that is not a landscape. We are not facing something like Leonardo's Mona Lisa, where you have the backdrop with the landscape that goes. Here we are within a space that has been absorbed. Et ça renvoie à deux grands modèles et ça permet de dessiner la généalogie dans laquelle s'inscrit Georges. Et cette généalogie, elle est des plus prestigieuses. Elle passe par des figures, évidemment, on pense à Francis Bacon. Là aussi, vous avez sur des fonds qui sont totalement monochromes chez Francis Bacon. Vous avez le même type de relation à la figure chez Picasso. Et ces deux grands exemples renvoient à une définition de la pratique picturale de Georges qui a été éclaircie par un philosophe qui s'est penché sur l'œuvre de Bacon, c'est Gilles Deleuze. And when we figure that out with George's paintings, of course, we suddenly see the genealogy in which he is inscribing his painting, and it is not the least of the genealogies. You can see that kind of attitude with someone like Francis Bacon, or you can see it also in a certain way in the way that Picasso treated his figures. The way that is done, that new way of using space, is something that was analyzed in depth by a philosopher, a French philosopher called Gilles Deleuze. Et quand Gilles Deleuze fait produit son essai sur sur Francis Bacon, il est poussé à inventer un terme qui montre bien en quoi la peinture, à la fois de Francis Bacon, mais c'est aussi valable pour Georges, n'est pas tant une peinture du figuratif, plutôt que de ce qu'il nomme, lui, le figural. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce figural? C'est un attachement à la figure qui n'est plus représenté selon les lois de l'optique traditionnelle, qui n'est plus inscrite dans un processus de représentation rationnelle, mais qui rend compte de la vie instinctive de l'individu qui est portraituré, c'est-à-dire en fait de son inconscient d'une certaine façon. So when Gilles Deleuze tries to analyze the question of figuration, he invents for Francis Bacon a new word which could be, instead of figuration, facelessness, not facelessness, because it is about la visagéité, about the fact of producing a face. So he tries to dive into the personality, into the qualities of the individual to produce the image, which is going to be a concatenation of the different aspects of that personality. So it is no longer figuration, as in figuration comes from figure, the human figure. It is not about bringing the human figure, it is about bringing the human person out. We are subjects of our emotions. We are composed of our emotional interior. And what we think inside of us, what's going through our mind, is completely different than the perception of us from the other person. And I think with Deleuze, and I'm thinking Gilles Deleuze, he wrote The Ear and the Other. And I think the idea of the other is the one who's inside of us that the outside person does not perceive. And so the components of our emotion
and our emotional states are locked within our subconscious. And they are somehow Dropboxed into us and downloaded into us by our families and by our upbringing. And if you imagine that all of our emotional states could be seen at the same time, that is where I thought of psychological cubism as a way to describe the multiple emotions being seen on the outside, being able to see them all at once on a human face, as opposed to reading somebody's mind. You can't really read somebody's mind, but you can, as a painter, you can bring all of what you believe is in the mind of somebody onto the surface. That's one thought. C'est tout à fait juste. D'ailleurs, merci, parce que chez Gilles Deleuze, ce que je trouve fascinant, c'est cette attention à l'altérité. Et en effet, on ne peut absolument pas savoir ce que l'autre perçoit de nous. Et quand on regarde quelqu'un, et quand on est regardé, il y a un gouffre qui est celui de l'altérité, qui est difficile à surmonter, si ce n'est en termes d'exploration de l'inconscient. Et c'est parce que nous avons cet inconscient dans lequel est engrammée une mémoire qui remonte à longtemps, qui est engrammée en nous par nos familles, qui est engrammée en nous par notre histoire, que c'est en pensant à cela et en me demandant comment on pouvait le déployer à l'intérieur d'une image que j'en suis venu à penser le cubisme psychologique, qui voulait justement déployer ces différentes facettes de l'inconscient. On ne peut pas évidemment lire la pensée de quelqu'un, on ne peut pas entrer en télépathie avec l'altérité, mais par contre on peut peut-être en déployer des images simultanées à travers ce cubisme psychologique. Yeah, so once again, you take a lesson from art history and you think of the cubist and they want to show a violin from 4 different perspectives at the same time. And I want to show 4 different emotional states at the same time. Encore une fois, il s'agit de se nourrir, de métaboliser l'histoire de l'art. Les cubistes avaient cette idée brillante de vouloir montrer une image de 4 points de vue simultanés, et j'ai eu envie de montrer une émotion de 4 points de vue simultanés. Yeah, because you can have carried within you grief, horror, happiness, shock, trauma. All of these things are within us, and to capture those expressions on the human face, it's a way of expressing all forms of our humanness. And then I think of also another idea, but I already forgot what it was, so sorry. Mais donc, en effet, on porte tous en nous ces multiples facettes, que ce soit le deuil, la douleur, en même temps que la joie et l'enthousiasme, et c'est de les combiner pour pouvoir se rapprocher le plus possible d'un portrait psychologique. Et j'avais envie de rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Sorry. Et alors, pour conclure mon propos, pour pas trop s'étendre, donc je disais, il m'est apparu qu'il y avait quelque chose effectivement de l'ordre d'une généalogie qu'assumait pleinement George Condo. Il relève le gant de cette grande tradition moderne du figural, qui est celle, on l'a dit, de Bacon, de Giacometti ou de Picasso. Mais il le fait, lui, avec une conscience, et c'est en cela qu'il est aujourd'hui l'héritier de ces gens-là, avec une conscience que le sujet contemporain, c'est-à-dire nous tous, nous ne présentons plus la forme de cohérence ou de continuité dans ce qui nous définit, qui était encore possible pour Bacon, qui était encore possible pour Picasso. Ce dont nous parle George, c'est d'une conscience contemporaine moderne, de sujets contemporains qui sont, comme il a dit, travaillés par ce que la technique est en train de faire et d'agir sur nous, nous transformant en nos formes de robots, d'où le terme d'humanoïde qui est très juste, parce qu'il parle de cette mécanisation, de cet état post-humain qui nous caractérise aujourd'hui. Et c'est ça précisément qu'il peint, et c'est ça, je pense, qui fera de lui le grand peintre qui succédera à ceux qu'on a cités. So to try and conclude on this idea of the humanoids, the way that George
accepts the challenge of this figural painting, which will, of course, go, as we said, from Francis Bacon, Giacometti, and Picasso. This tradition of the figural painting, the way that he adopts it is quite different from his ancestors, because what they were doing in that genealogy beforehand was facing a human individual and a subject that was a whole. And we are now, when we look at George's paintings, facing an individual that is worked within by all the realities of the technological world, that all the divides, all the breakthroughs, the mind is worked in fragments as well. And that is something that is post-human. We are questioning the idea of post-humanism, we are questioning the idea of post-technological individual, and of course with the idea of the robot, with the idea of the cyborg. So when we look at George's painting, and the reason why he will continue this important line is that he is working within that framework. Merci Didier pour cet aperçu vraiment profond et passionnant sur cette œuvre riche qui est celle de Georges. Pour terminer, on aimerait tous, je crois, lui laisser le mot de la fin et lui demander ce qu'il entend, lui, par le terme d'humanoïde. Thank you very much, Didier, for that very enlightening vision of and definition of the humanoids. To conclude, we would like, I think we would all like to ask George his last words about what he considers those humanoid figures are. Well, I was thinking about Modigliani, and I was thinking, you know, if you went to Modigliani and you said, I would like my portrait done, and he did a realistic portrait, you say, oh, this is not a real Modigliani. He created his own species of human, and I think artists who really create their own species of human, like a Picasso, whether it's Marie-Thérèse, whether it's Jacqueline, or whether it's Dora Maar. And they create their own species of human. Giacometti created his own species of human. And even going back, Rembrandt, you can tell it's Rembrandt, by a single object, whether it's an apple. You can see an apple from Pompeii, you can see an apple from Chardin, you can see an apple from Cézanne, and you know exactly what period these things were created. And I think the constant, and this is what I wanted to say, which I forgot about, having a mathematical professor father, was we always learned about constants and variables. And the constant is the human, and the variables are the emotional states that make up the human. So I believe that the humanoid is basically my way of saying, this is my species of human, so that it's recognizable. Somebody can say, oh, that's a George Condo. Before that, I didn't have one. Before that, I had the idea of interchangeable languages in art and all kinds of different ways of painting. But then finally, I came to the idea of this kind of pre-cyborg, but now real cyborg type of characters that are the sort of pressurized, the earth, you know, pressuring the human and creating what comes out to be kind of a diamond. And I like pressure. Okay. I'm feeling under pressure right there. Donc, j'ai beaucoup pensé au moment de créer ces humanoïdes à Modigliani notamment. Si, par exemple, l'un d'entre nous avait la volonté d'aller se faire portraiturer par Modigliani, on aurait été légèrement désarçonné en recevant un tableau excessivement réaliste. Pour quelle raison? Tout simplement parce que Modigliani avait réussi à créer son propre type d'être humain. Il avait créer de toutes pièces une typologie d'humains. Et finalement, c'est quelque chose que l'on peut retrouver quand on va voir justement des peintres comme Picasso. Ils vont créer leur humain. Et cette manière de s'approprier l'être
est quelque chose qui m'a intéressé. Et c'est quelque chose qui évidemment remonte à avant les avant-gardes du XXe siècle. Si on regarde une pomme peinte par Chardin, ou une pomme peinte par Rembrandt, ou une pomme peinte par Cézanne, on sait tout de suite qu'ils se sont à chacun à sa manière approprié le vivant pour en faire leur propre type d'être. Et c'était cette quête-là qui m'animait dans ma manière de vouloir m'approprier l'humain et sa psychologie. J'avais évidemment, et c'est ça auquel je pensais tout à l'heure et que j'avais oublié, j'en suis désolé, en tant que fils de mathématicien, cette dichotomie constamment à l'esprit entre la constance et les variations. Et d'une certaine manière, ce qu'il y a de constant, c'est l'humain, et ce qu'il y a de variant, c'est l'émotion. Et j'ai envie, dans ma peinture, de créer une forme de pression qui puisse englober l'ensemble de ces émotions, les concaténer et obtenir une forme de diamant, puisque j'aime énormément la pression. We as humans, we are diamonds. That is my point. We have to remember that. Merci à tous, merci Georges, merci Jean-Christophe, merci Didier. Vous pouvez voir les diamants de Georges à la Villa Paloma dans notre exposition Humanoïdes durant tout l'été. Il est possible à la sortie de cette conférence, cet échange, d'acheter les catalogues dédicacés par Georges. Merci d'avoir pris la peine de faire ça. Merci à tous d'être venus. Merci à toute l'équipe d'Hauser & Wirth et bien sûr du musée qui a rendu cette exposition et cette conférence possible. Thank you. Thank you so much. Thank you to Hauser & Wirth, to Jean-Christophe, to Didier Ottinger, to Guillaume, and Damien. In case some of you had not understood, there will be signed copies of the catalogue, and there are many thanks to the whole team of Hauser & Wirth and the museum and all those that made this encounter possible, and thank you to you. Merci, hein? Merci beaucoup.